Bonjour à vous! Alors, cette semaine, vous aurez trois vidéos qui vont porter sur l'électricité, puis on va garder le magnétisme pour la semaine prochaine. Donc, première vidéo qui va voir le chapitre 7 et le chapitre 8. Donc, on part de la page 121 de vos notes de cours, donc la puissance électrique qu'on a en partie vue avec l'énergie. Euh, et ensuite, on va aller faire le chapitre 8 et on va se rendre jusqu'à la page, alors on va aller la trouver, page 135. Donc c'est chapitre 7, chapitre 8, la puissance électrique et les bases d'électricité. Alors, donc la puissance électrique, on l'a vu la dernière fois avec la notion d'énergie. C'est l'information la plus importante que vous pouvez avoir sur un appareil électrique. C'est ce qui vous permet de savoir finalement combien d'énergie vous allez consommer. C'est ce que vous allez payer au bout du compte. Quand Hydro-Québec va vous facturer, Hydro-Québec va vous facturer des kilowattheures. Ça, c'est une unité d'énergie. Alors, la puissance, c'est quoi? C'est l'énergie consommée divisée par le temps. Donc, énergie divisée par le temps, l'énergie c'est en joules, le temps c'est en secondes, donc 1 watt c'est des joules secondes. Donc on pourrait faire aussi, si on cherche l'énergie ça serait la puissance fois le temps. Donc voilà, donc on fait des watts fois des secondes, ça donne des joules. Si on fait des watts fois des heures, ça donne des wattheures. Donc on comprend tout de suite, on peut faire un rapport assez facile. 3600 joules est égal à 1 wattheure. Des kilowattheures, 1 kilowattheure c'est 1000 wattheures. Ça vous donne une idée. En électricité, quand on parle d'un appareil électrique, d'un dipôle électrique, etc., la puissance, c'est la tension que vous avez à votre dipôle fois l'intensité. C'est deux notions qu'on va aller voir un petit peu plus tard, mais c'est assez simple à trouver. Puissance dans une résistance. Alors une résistance, ça sert à quoi? Ça sert à donner un rapport entre la résistance et la tension. Donc pour une résistance, aux bornes d'une résistance, la tension est égale à R fois I. Donc quand vous allez faire le calcul d'une puissance d'une résistance, vous allez faire la tension fois l'intensité, puissance électrique, et comme la tension c'est R fois I, ça va vous donner R fois I carré. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. En gros, il y a de l'électricité qui va rentrer dans votre résistance, et cette électricité, en fait, on va faire ralentir les électrons, et ce ralentissement, on aura une perte de chaleur. Donc la résistance va chauffer. Bon, des petits calculs que vous devez savoir faire. Alors, calculer la puissance dissipée en chaleur lorsqu'un courant de 3 ampères traverse une résistance de 20 ohms. Donc, c'est trouver la puissance électrique de la résistance. Donc, allons-y. La puissance, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à R I carré dans une résistance. Donc, ça va vous donner 20 fois 3 au carré. Donc, ce qui vous donne 180, 20 fois 9, 180 watts. Voilà. Calculer la résistance d'un phare d'automobile de 40 watts conçu pour fonctionner sous une tension de 12 volts. Alors, là c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on a la puissance. Donc la puissance, on sait que c'est la tension fois l'intensité. Donc finalement, on a 40 qui va être égal à 12 fois I. Donc on va trouver l'intensité qui va être dans notre phare. Donc on fait 40 divisé par 12. On a une intensité de 3,33 ampères. Maintenant, on cherche la résistance. On sait que la tension, c'est 12 volts. R fois 3,33. R fois I. Donc la résistance vaut 12 divisé par 3 fois 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ça donne 3,6 ohms. Voilà. Une ampoule, c'est une résistance. Donc, quand on vous dit qu'il y a une dissipation par effet Joule, la lumière, c'est de la chaleur en fait. C'est une transmission de chaleur. Ça transporte de l'énergie. Donc, quand vous allumez un phare, qu'est-ce qui se passe?
vous avez l'émission de lumière. Cette lumière vient de l'électricité. Calculez la résistance d'un séchoir à cheveux de 1,2 kW ainsi que le courant maximal qui le traverse. Le séchoir se branche sur les prises de 120 volts. 120 volts, c'est nos prises qu'on a à la maison. Bon, on va d'abord trouver l'intensité. Donc la puissance est delta V fois I. Donc, on sait que ça vaut 1200, 1,2 kW est égal à 120 fois I. Donc, on fait 1200 divisé par 120, on a une intensité qui va traverser de 10 ampères. Ça, c'est des chiffres tout à fait réalistes. Et maintenant, on veut trouver la résistance. La résistance, ça va être la tension, 120 divisé par l'intensité. Donc, la résistance, ça va donner 12 ohms. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est des calculs que vous aurez totalement à faire dans le prochain examen. C'est surtout ça qu'on veut que vous reteniez en électricité. Bon, on vient de voir la notion de puissance électrique. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Maintenant, essayons de comprendre c'est quoi l'électricité. Alors, quelques concepts de base. Le but est de comprendre l'origine de l'électricité. D'où est-ce que ça vient? En fait, on a parlé au moment de l'énergie qu'on a l'échange d'un travail. Et le travail, souvent, c'est créé par une force. En fait, dans le monde, il n'y a que 4 forces qui existent, 4 forces de base. Toutes les autres forces que vous allez rencontrer proviennent de ces forces-là. Les 4 forces. La force de gravité, l'attraction entre deux masses, donc on a vu, c'est le poids. Deux masses vont s'attirer et puis finalement sur une planète, on appelle ça le poids. La force nucléaire forte et faible, ça vous n'allez jamais le faire à part si vous devenez physicien en physique nucléaire. C'est ce qui permet la cohésion des noyaux atomiques. Donc c'est aussi simple que ça. Et enfin, la dernière force qui existe, c'est la force électromagnétique, donc la force électrique et la force magnétique, qui gère, c'est l'attraction entre charges. Alors, quand on parle d'attraction, il y aura attraction si les charges sont de signes opposés, et ça sera le contraire si elles sont de même si on a les mêmes charges, donc positive avec positive ou négative avec négatif, alors elles vont se repousser. Donc, il faut juste comprendre ça. Et bien sûr, c'est à partir, dans l'électricité, c'est la force électromagnétique qu'on étudie. Première partie électricité, deuxième partie magnétisme, qu'on fera plus la semaine prochaine. Donc la charge électrique, on l'a déjà vu, on se rappelle juste la première partie du cours sur les atomes et comment on peut se représenter un atome. Alors on a un noyau où il y a des neutrons, des protons et autour de ce noyau, on a les électrons. Les protons sont chargés positivement, chaque proton a une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19, les électrons sont chargés négativement. Donc généralement, quand on parle d'un atome, il y a autant de protons que d'électrons, mais si on peut enlever des électrons, enlever sur la dernière couche, ces électrons-là, ce qu'on a appelé les électrons de valence, qu'on a déjà vu, en cas de débalancement, donc en cas de rajout d'électrons ou le fait d'enlever des électrons, alors on va parler d'ions. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir de l'électricité. Bon, donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, ce qui va être conducteur, ce qui va transmettre l'électricité, ça va être surtout les métaux. Bon, les métaux, les électrons sont libres de se déplacer. Donc, on a à l'intérieur d'un matériel, on a des électrons qui peuvent se déplacer. C'est l'électricité. Donc, si on regarde, on prend une baguette électrisée. Donc, on lui a rajouté des électrons à l'intérieur par frottement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on a un surplus d'électrons dans la baguette et qu'on on la rapproche de quelque chose qui est métallique et conducteur, qu'est-ce qui va se passer? Ces électrons-là vont repousser les électrons du métal de l'autre côté et vont attirer finalement les ions.
Donc voilà, donc on a une attraction qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle l'électricité statique. Puis après, bah, il y aura un équilibre qui va arriver. Il y a un surplus de charge et les charges ne bougent plus. Bon, à quoi ça sert tout ça? Ce que nous venons de voir, c'était au niveau atomique. On l'a pas mal vu dans la première partie. Mais si les charges, pas les charges, si les charges deviennent mobiles, ça va nous permettre de comprendre ce qui passe dans les circuits électriques. Donc dès que les électrons vont se mettre à se déplacer, bah, finalement, on va pouvoir étudier l'électricité. Alors, donc la notion de conducteur et d'isolant. Les matériaux se comportent de manière différente avec l'électricité. Tout ça à cause de quoi? Bah, on les a déjà vus à cause des différentes liaisons qu'il y a au niveau des atomes. Donc, les conducteurs peuvent être chargés et laisser les charges se déplacer facilement en eux, alors que les isolants peuvent être chargés en surface, mais ne laisseront pas les charges se déplacer en eux. Donc, en fait, bah, les conducteurs, ça laisse passer les électrons, les isolants, ça ne les laisse pas passer. C'est assez simple, les conducteurs, c'est quoi? Ce sont les métaux. Les isolants, c'est le reste. Et les semi-conducteurs qu'on avait vu juste en dessous des escaliers, bah, ils sont proches des conducteurs. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà pas mal vu dans la partie 1. On avait classé les métaux. Bah, en fait, une des propriétés des métaux, c'est quoi? C'est d'être conducteur de l'électricité. Bon, quand on vous parle de supraconducteur, de conducteur, de semi-conducteur, de quelque chose qui est isolant, c'est une question de définition. C'est défini à partir de la conductivité électrique, donc l'aptitude d'un matériau ou d'une solution à laisser les charges électriques se déplacer librement. On va définir, en fait, on va plutôt utiliser la résistivité qui est l'inverse, donc la capacité d'un matériau à résister. Bah oui. Plus la conductivité électrique est forte, plus la résistivité est faible. Plus la résistivité est faible, plus la conductivité est forte, plus la conductivité est faible. Donc voilà. Alors, donc on vous donne un tableau, donc la conductivité. On voit que argent, cuivre, donc tout ce qui est métaux ont une conductivité qui est forte, alors que le reste, verre, polystyrène, les isolants, une conductivité qui est très faible. On pourrait inverser, les isolants auront une résistivité qui sera très forte et les conducteurs auront une résistivité qui sera très faible. Ça, c'est vous pouvez faire, si ça vous tente, je vous laisse le faire par vous-même. À la page 128, dresser la liste des conducteurs en ordre de conductivité. Bah, vous pouvez essayer de remplir le petit tableau. Qu'est-ce qui est conducteur, semi-conducteur, isolant. Vous pouvez regarder votre tableau périodique pour ça et voir qu'est-ce qui est dans un conducteur, etc. Puis utiliser un petit tableau comme ça sur Internet. Bon. Maintenant, le courant électrique. Le courant électrique, par définition, ça représente quoi? Ça représente, en fait, c'est un déplacement d'électrons. Et c'est un débit, c'est comme ça qu'on définit un débit. Un débit, c'est la quantité qui se déplace divisée par le temps. Donc pour un courant, on va dire que c'est la quantité de charge dans un volume donné et divisé par le temps. La quantité de charge, c'est aussi simple que ça, c'est le nombre d'électrons multiplié par la charge qu'a un électron. Donc Q est égal à N fois E. Donc pour trouver le courant, on fait N fois E et on divise par le temps. Donc exemple 8.1, vous devez être capable de calculer combien d'électrons traversent un conducteur en 1 minute si le courant est d'1 ampère. Donc allons-y. On sait que le courant vaut 1 ampère. Ça, c'est l'unité du courant. On va aller chercher la charge Q et on sait que le temps est 1 minute, donc 60 secondes. Donc, le courant, ça va être 1 ampère fois 60 secondes. La charge, ça va être 60 coulombs. Unité de charge, c'est le coulomb. Et finalement, bah, pour trouver N, le nombre d'électrons, on fait 60 coulombs qu'on divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc ça, c'est la charge petit e élémentaire.
Donc ça va donner un très grand chiffre, c'est tout à fait normal. Donc ça fait 60 divisé par 1,6 fois 10 puissance 19. Donc ça fait 3,75 fois 10 puissance 20 électrons. Donc pour vous donner une idée, c'est 375 milliards d'électrons qui vont traverser. Donc voilà. Bon, on fait attention, on va représenter le courant conventionnel, on va le présenter d'une charge positive vers une charge négative, alors qu'en réalité, les électrons vont de la charge négative vers la charge positive. Ça, c'est historique. Donc, sens conventionnel du courant, on dit que ça va du plus vers le moins, alors qu'en réalité, les électrons vont du moins vers le plus. C'est comme ça. Cherchez pas un courant à comprendre, on va mettre le courant du plus vers le moins, alors que les électrons vont du moins vers le plus, parce que les électrons sont des charges négatives, donc ils vont partir d'un endroit où il y a plus de charges négatives pour aller vers des charges positives, parce qu'ils sont attirés par les charges positives. La raison est totalement historique, on croyait que c'était des charges positives qui se déplaçaient, alors qu'en réalité, ce sont les charges négatives, c'est tout. Bon, alors, la différence de potentiel. Donc, on vient de voir la notion de courant, le fameux I. Donc, I égale Q divisé par le T. La différence de potentiel, ce qu'on appelle la tension. C'est lié à quoi? En fait, c'est lié à l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique, ça serait Q fois le potentiel électrique, V. C'est tout. Ça, c'est la définition que on peut vous donner, c'est que la tension est reliée à la notion d'énergie. Et la différence, c'est quoi? Énergie est égale à Q fois le potentiel électrique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu l'équivalent de la hauteur d'un MGH. On avait parlé d'énergie potentielle de gravité. On avait mg fois la hauteur h. Ben là, on a une énergie potentielle d'électricité qui est égale à Q fois V. Donc, vous voyez, l'énergie potentielle de gravité mg, on peut dire que l'équivalent en électricité, c'est la charge Q. Et finalement, qu'est-ce qui est l'équivalent de la hauteur? Ça va être ce qu'on appelle la tension. Donc, en un point de l'espace, pardon, ça va être le potentiel. En un point de l'espace, on va donner une valeur. C'est un potentiel. Et ça dit quoi? Ça dit la capacité de ce point-là à aller donner de l'énergie potentielle électrique. Comme la hauteur d'un point donne la capacité de ce point à donner de l'énergie potentielle de gravité. Comment comprendre ça? C'est exactement, on peut faire cette analogie-là qui se comprend assez bien. Ici, chaque position, donc mettons que j'ai une hauteur de... alors, si on parle du référentiel par rapport à la mer, mettons que ici j'ai une hauteur de 50 mètres par rapport à la mer. Donc, c'est initial. Ma hauteur finale, ça va être 70 mètres. Et la différence de hauteur, delta H, ça va être égal à 20 mètres. Donc, quand on dit MGH, en fait, souvent, on définit le point le plus bas comme étant égal à 0. Donc ici, on aurait pu définir en bas de la chute, on aurait pu se poser un référentiel. Là, j'ai 0 mètres et j'ai 20 mètres au-dessus. Donc, vous voyez, on fait différence entre potentiel et tension, ça va être la même chose. Il y a un point qu'on va définir comme ayant un potentiel de 0 volts. Il y a un autre point qu'on va définir comme ayant un potentiel de 40 volts. Et ce qu'on appelle la tension, c'est la différence de potentiel. Donc, on fait 40 moins 0. Si j'avais défini ma tension initiale comme étant 10 volts et puis là, j'aurais eu 50 volts, la tension serait restée la même. J'aurais toujours une tension de 50 moins 10 de 40 volts. Donc voilà, la tension électrique peut être définie comme la différence de potentiel entre deux points. C'est comme distinguer tension et différence de potentiel, c'est comme distinguer hauteur et altitude. Voilà. La hauteur, souvent, c'est une différence d'altitude. Donc l'altitude est de 50 mètres par rapport au niveau de la mer pour le bas
de votre chute. L'altitude est de 70 mètres au-dessus de la mer pour le haut de votre chute. La hauteur de la chute, c'est 70 moins 50. Donc ça va donner 20 mètres de hauteur. Ben là, c'est la même chose. Le potentiel initial, par exemple, est à 10 volts. C'est souvent le potentiel négatif, le plus bas. Le potentiel positif va être à 50 volts. C'est lui qu'on va dire le potentiel le plus positif. Et la différence de potentiel, c'est ce qu'on appelle la tension. Ça va être 50 moins 10, il va y avoir 40 volts de différence. Voilà deux notions qu'il faut distinguer, tension et potentiel. À partir de là, on est bien parti. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on crée une différence de potentiel, donc si on crée une différence de hauteur entre deux points d'un circuit, qu'on a un surplus d'électrons, donc on a un courant, ceux-ci vont se mettre en mouvement. C'est la même analogie qu'un barrage. Vous avez un surplus d'eau, vous avez une différence de hauteur, l'eau se met en mouvement parce qu'il y a de l'énergie potentielle de gravité. Vous avez la même chose, vous avez des électrons, vous avez une différence de potentiel, mais électrique, les électrons se mettent en mouvement. C'est la même chose d'un point de vue analogique. Bon, maintenant, on va avoir des appareils qu'on va appeler des résistances. Ces appareils-là ont pour particularité de finalement d'avoir un rapport entre leur tension et l'intensité qui va les traverser. Donc, pour essayer de comprendre ça, regardons qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, mettons que ça, c'est ma résistance. Là, je vais avoir une tension ici. Là, je vais avoir une autre tension, donc j'ai V1, V2. Je vais avoir un courant I qui va le traverser, comme ceci. Alors, comme le courant I le traverse, la tension va se lire dans le sens contraire, parce que le courant I va toujours du potentiel le plus fort vers le potentiel le plus faible. Et donc, on lit la tension dans l'autre sens. Même chose avec une chute, l'eau va venir du haut. Donc la hauteur, vous lisez du bas vers le haut. Donc là, c'est pareil. Donc ma tension, ça est égal à V1 moins V2. Et il va y avoir un rapport ici, à cause de comment est faite la résistance, à cause du fait, est-ce qu'elle est plus ou moins longue, est-ce qu'elle est plus ou moins grosse, de quel matériel elle est faite. Je vais avoir donc des atomes ici qui vont comme aller ralentir les électrons, parce que les électrons vont essayer de traverser, ils vont se cogner contre les atomes, ils vont être ralentis, et finalement, comme on a un peu ralenti les électrons, on a baissé quoi? On a baissé leur énergie potentielle électrique. Donc voilà. Et le rapport dans une résistance, la tension est égale à la résistance fois l'intensité. La résistance dépend des dimensions de votre objet plus de la notion de résistivité-conductivité. Alors, pour trouver la valeur d'une résistance, on utilise un code couleur. Donc, quand vous avez une résistance, vous allez utiliser un code couleur. Il y aura, pour commencer, 3 chiffres. 1, 2, 3. Ces 3 chiffres-là. Donc, mettons que j'ai vert, bleu et rouge. Ma résistance, elle va être égale à quoi? Donc, vert, je regarde, vert, ça vaut 5. Bleu, ça vaut 6, 56. Donc, voilà mes deux premiers chiffres. Fois 10 puissance, mon troisième chiffre, le rouge, va servir à ça. Donc, 10 puissance 2. Donc, ça fait 56 fois 100, ça va donner 5600 ohms. Plus une tolérance. Donc, je vais avoir une tolérance or, ici, qui est donnée, tolérance de 5%. Voilà, donc je sais que ma résistance vaut 56 000 ohms plus ou moins 5%. Quand je vais la mesurer en vrai, elle devrait être là-dedans. Donc reprenons un autre exemple. Rouge, jaune, brun, or. Donc rouge 2, jaune 4, fois 10 puissance brun, donc 10 puissance 1, donc fois 10, 24 fois 10, 240, plus ou moins 5%, c'est l'or. On y va avec l'orange. Orange, ça vaut 3. L'autre orange, ça vaut 3. Le vert, ça vaut 10 puissance. Le vert, c'est 5. Donc ça fait 33 fois 10 puissance 5. Oups, on va juste aller.
33 fois 10 puissance 5, donc ce qui fait, ça fait 3 300 000 ohms. Donc ce qu'on pourrait dire 3,3 méga-ohms. Voilà, méga-ohms. Attention, j'ai un petit peu... Voilà, je remets bien. Donc 3,3 méga-ohms. Et la tolérance, la tolérance c'est de l'argent, donc plus ou moins 10%. Ça va être très très rare de l'argent maintenant, c'est le standard, c'est surtout l'or. Puis après, si vous voulez avoir quelque chose qui est beaucoup plus précis, en fait, il faut payer plus cher. Mais l'or, souvent 5% près, c'est pas mal. Puis dans la réalité, quand on fait les mesures, c'est à 1% près. Donc voilà. Ça, vous aurez ça à l'examen, mais vous aurez le tableau. Donc vous pourrez utiliser le tableau des couleurs. Ce ne sera pas un problème. Donc voilà, je vais juste replacer ça correctement. Parfait. Alors, en fait, quand vous aurez un circuit électrique, comment vous allez mesurer la résistance? Soit avec un ohmmètre, directement. Donc si on veut connaître la vraie valeur, le code couleur, ça nous donne une bonne idée, à 5% près, mais on doit mesurer cette valeur. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Avec le ohmmètre, ça va être la représentation d'une résistance, comme ceci. On va aller brancher, la résistance doit être toute seule, et on va brancher le ohmmètre à ces bornes. Donc un ohmmètre, ça se représente comme ceci. Et voilà. Voilà comment on branche un ohmmètre. Vous aurez à faire ça dans le prochain laboratoire. Vous devez reconnaître ce genre de choses. Maintenant, si vous ne pouvez pas brancher de ohmmètre, que votre résistance est dans un circuit et vous ne pouvez pas débrancher votre résistance, ça arrive même très souvent. Comment on fait? On va mesurer la tension dans la résistance et le courant qu'il passe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un graphique. La tension en fonction de l'intensité. Et à partir de ce graphique-là, on prend la pente de ce graphique. Et la pente de ce graphique, c'est quoi? C'est la résistance. Donc voilà les deux moyens pour pouvoir mesurer une résistance. Bon, si vous avez bien compris, essayons de voir, on prend deux fils électriques qui sont faits du même métal, donc même résistivité. Et on essaie de comprendre lequel conduira le mieux. Donc quel est l'obstacle qui est le plus facile à franchir? Alors, on réfléchit. C'est comme une autoroute. Est-ce qu'une petite route, une grosse route est le plus facile à franchir? C'est la grosse route. Si vous êtes sur une autoroute, c'est beaucoup plus facile qu'une grosse route. Donc en fait, la bonne réponse va être ici. Plus c'est gros, plus ça va être facile. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus facile à franchir? Est-ce que c'est ce qui est le plus long ou est-ce que c'est ce qui est le plus court? C'est ce qui est le plus court. Donc, ce qui va être le plus facile à franchir, ça va être ici. Donc finalement, la bonne réponse, on l'a trouvée, c'est celui-ci. C'est ceci qui aura la résistance la plus petite. Voilà, c'est lui qui conduit le mieux l'électricité. Celui qui va avoir la résistance la plus grande, ça va être lequel? Au contraire, celui qui conduit le moins bien l'électricité, ça va être lui, parce que le diamètre est plus petit et il est plus long. Donc voilà, en fait la formule, je peux vous la donner, vous ne l'utiliserez pas, mais la résistance, ça se calcule comme ceci, la résistivité fois la longueur divisée par l'aire de la section. C'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser, mais que vous pourriez voir un petit peu plus tard. Bon, maintenant, on essaie de voir comment on schématise des circuits, donc comment représenter des circuits que l'on voit par un schéma pour que ça soit beaucoup plus facile. Bon, c'est assez simple. Vous allez voir. La source de tension. Alors, courant continu, courant alternatif. Du courant continu, ça veut dire que la tension, le courant va toujours être dans le même sens. Courant alternatif, le courant va changer de sens. Pour nous, que ça soit alternatif ou continu, c'est vraiment pas plus grave. Même si Hydro-Québec est un courant alternatif, tous les calculs de puissance que je vous ai montrés, la loi d'Ohm, etc., fonctionnent en alternatif. Donc, nous, on ne va pas les distinguer. La seule chose, si vous avez un courant qui est continu, ça, c'est la représentation de quelque chose qui va être continu, avec la borne positive ici, la borne négative là. Alors, si vous avez quelque chose qui est alternatif,
vous allez faire un rond avec une vague à l'intérieur. Je vais juste refaire le dessin à côté pour l'alternatif. Voilà, avec un vague. Pour une ampoule, alors une ampoule, c'est une résistance. Donc ça se représente comme, donc la résistance, on l'a déjà vu. On va essayer de zoomer un peu pour que j'écrive beaucoup mieux que ça. Et on va déplacer un petit peu. Oups. On va déplacer. Voilà. Et on va y aller comme ceci. Parfait. Je me suis un peu coupé, mais c'est pas grave. On va refaire les dessins. Alors, donc, un rond comme ceci avec une vague. Voilà, petite vague. Et ici, un plus et un moins. Là, c'est vraiment, je vais représenter la vague. Bon, on va y arriver. On perd un petit peu de temps, mais c'est vraiment pas grave. Ceci et voilà, parfait. Une résistance, on l'a vu. Ça se représente comme ceci. Une ampoule, ça se représente de la même manière qu'une résistance. Sauf qu'on va aller rajouter un cercle autour. Bon, c'est juste, c'est une ancienne représentation, mais encore très utilisée. Un fusible. Un fusible. Je ne sais pas pourquoi je vous ai... Un fusible, c'est comme ça. C'est comme un interrupteur. Bon, je m'en rappelle plus trop du fusible, c'est vraiment pas plus grave. On va peu l'utiliser, ou vous allez le reconnaître à un moment donné. Le courant, comment on va le représenter? Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Alors le courant, on va le représenter comme ceci. Donc quand vous aurez un fil, vous allez mettre une flèche et vous allez indiquer que c'est du courant. L'ampèremètre, le voltmètre et le ohmmètre. Donc l'ampèremètre, c'est ce qui va permettre de mesurer le courant. Donc un ampèremètre, ça va toujours se brancher en série. C'est-à-dire que le courant d'un appareil doit circuler dans l'ampèremètre. Un voltmètre, on doit le brancher en parallèle, donc aux bornes de notre dipôle. Alors qu'un ohmmètre, ça va se brancher en parallèle, mais avec notre résistance sortie du circuit. L'interrupteur, un interrupteur, ça peut se représenter comme ceci, tout simplement, ou comme ceci, avec des points comme ça dessus. Et fil avec ou sans connexion, fil c'est ça. Bon, alors, juste après avoir vu ça, on va tout de suite faire un exemple, et c'est ce qui va terminer cette longue vidéo quand même. Donc, voilà, on va se ramener à... Parfait. Bon, donc, dernière chose, comment schématiser un circuit. Alors, allons-y. On a une pile A avec une résistance. Donc, ma pile, c'est du courant qui est continu. Donc, ça, c'est plus, ça, c'est moins. Donc, ici, ça va être plus, ça va être moins. Je relie par des fils. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon ampoule. Maintenant, si je veux mesurer la tension dans mon ampoule, donc la tension dans mon ampoule, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un voltmètre et je vais le brancher en parallèle. Donc en parallèle, on le voit, ils partagent les mêmes bornes. Alors que si je veux mesurer le courant qui va traverser, il faut que ça soit en série. En série, je vais mettre comme ceci mon ampèremètre.
Et donc, le courant qui est ici, qui traverse l'ampoule, doit traverser l'ampèremètre. Pour s'en rappeler, le A fait une barre qui traverse ampèremètre, alors que le V, ça fait comme deux doigts, donc on met en parallèle. C'est une petite astuce pour se rappeler. Si j'avais eu à mesurer la résistance de l'ampoule, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais débranché l'ampoule, comme ceci. Je l'aurais mis toute seule. Voilà mon ampoule et j'aurais mis mon ohmmètre comme ça. Donc vous voyez, l'ampoule est détachée du circuit. Ça, vous aurez à le faire dans la prochaine fois. Alors, un four. Bon, allons-y avec un four. Une tension qui est alternative. C'est branché au secteur. Bon, pour un four, vous savez pas trop comment faire, c'est pas plus grave que ça. Un four, on pourrait dire c'est une résistance, on pourrait dire c'est une machine. Ben, vous avez tout à fait le droit de marquer comme ceci. M, ça veut dire moteur. Bon, donc et vous branchez comme ceci directement. C'est pas plus grave que ça. On pourrait mettre une résistance à l'intérieur. Là, il faudra aller voir les différentes schématisations qui sont utilisées. Alors là, maintenant, pile avec des ampoules. On a 3 piles qui sont branchées en série. Donc, regardons. Donc, je fais mes 3 piles branchées en série. Je vais mieux les refaire que ça. On va recommencer. Une première pile. Une deuxième pile. Une troisième pile. Et là, je vais avoir mon ampoule. Pour information, la tension, ça s'accumule. Donc, je vous ai dit que c'était l'équivalent d'une hauteur. Mettons qu'ici, je suis à 0 volts. Rendu ici, je serai rendu à 1.5. Je retrouve une autre pile qui me fait monter de 1.5, donc ici, je serai rendu à 3. Je remonte de 1.5. Ici, je serai rendu à 4.5. Ça s'est additionné. Donc, à mon ampoule, je sais que je vais avoir une tension de 4.5. C'est ce qui termine cette vidéo. C'était quand même une grosse vidéo pour comprendre un petit peu la notion de circuit. Dans votre laboratoire que vous allez faire, vous allez devoir placer des éléments d'un circuit, puis aller pouvoir mesurer l'ampèremètre et la tension dans ces différents éléments. Donc voilà, donc je vous reviendrai demain avec un nouveau chapitre qui parle des circuits électriques et il y aura un autre chapitre qu'on terminera avec les circuits électriques un petit peu plus poussés, mais ça se fait très très bien.